Guerre en Ukraine, menace sur Taïwan, pénurie d'huile de tournesol, pénurie d'essence, pénurie de moutarde même. Et puis à côté de ça, inflation, augmentation des prix du carburant, augmentation des prix du gaz, augmentation de tous les prix alimentaires. Bref, on est dans une situation maintenant en France, en Europe et plus largement dans le monde où les choses deviennent difficiles et où certaines théories de l'effondrement notamment deviennent très très forte. Et pour pouvoir en parler et voir comment survivre à l'effondrement, si effondrement il y a, eh bien, j'ai invité le grand spécialiste de français, en tout cas, enfin, de langue française de l'effondrement, c'est-à-dire Piero San Giorgio. Et lui a fait tout un livre et même une série de livres sur le survivalisme et sur comment survivre en cas d'effondrement. Piero San Giorgio, bonjour et puis merci d'être venu. Bonjour, c'est avec Et plaisir que je suis là. alors, je voulais d'abord qu'on parle ensemble de ce qui est effondrement. Est-ce que vous avez des positions assez fortes, notamment sur la guerre actuelle entre l'OTAN et la Russie, enfin entre l'Ukraine et la Russie, mais qui est fortement influencée par l'OTAN. Est-ce que vous pensez finalement que cet effondrement que l'on peut voir, c'est quelque chose qui est organisé et qui est vraiment dans une ligne, une volonté politique, on pourrait dire, d'aller vers un effondrement? Alors, il faut commencer par dire que dans l'histoire connue de l'humanité, les effondrements sont relativement courants. L'histoire n'est pas linéaire. Les empires vont et viennent, s'effondrent généralement, sont conquis, font face à des problèmes de ressources énergétiques, font face à des problèmes de gestion de complexité qu'ils, tôt ou tard, n'arrivent plus à gérer et amènent à des changements. Alors, parfois, ces effondrements se font dans une douleur faible. On pense à l'effondrement de l'Empire soviétique, on pense à des civilisations qui ont su faire des transitions vers d'autres formes de gestion de la complexité, d'autres formes de gouvernement, par exemple. Mais parfois, ça peut se faire dans des douleurs assez fortes. On pense aux royaumes et aux empires mayas qui ont disparu en quelques années avec une forte baisse de leur population, quasiment 100% de leur population. On pense à l'effondrement de l'Empire romain qui s'est fait sur plusieurs siècles, mais qui a quand même eu des pertes de population très intenses. À une échelle plus réduite et plus proche de nous, nous avons des effondrements comme, en fait, locaux, comme la disparition de la Yougoslavie, ou des crises économiques extrêmement lourdes qui ont des dommages, certes, qui ne sont pas du niveau d'une perte majeure de la population, comme on pense à l'Allemagne de la République de Weimar, par exemple, ou en termes beaucoup plus petits, fort heureusement pour eux, la crise argentine du tournant des années 90-2000. Et donc, dans cette multiple gamme de crises et d'effondrements, on essaye, ceux qui, comme moi, étudient, et comme les collapsologues, par exemple, qui étudient pourquoi les sociétés s'effondrent et pourquoi la nôtre aujourd'hui est en fort risque d'effondrement, on essaie de trouver les points communs, on essaie de trouver les éléments qui font que, aujourd'hui, par exemple, à mon sens, il y a une convergence de problématiques extrêmement lourdes qui vont tout d'abord d'une forte croissance de la population du monde depuis un siècle en tout cas, même 2 siècles, qui consomme forcément de plus en plus de ressources car ce que l'immense majorité de la population veut comme mode de vie ressemble plus au mode de vie des États-Unis qu'au mode de vie du Mali. Et donc, la consommation de matières premières, de carburant, donc sources d'énergie, nécessaires pour produire, par exemple, de l'électricité, des transports, etc., de la nourriture, et ainsi de suite, augmente. Et augmente à tel point que déjà dans les années 70, on nous lançait des alertes en disant attention, à partir de 2020, nous commencerons à avoir des problématiques liées à la raréfaction de pétrole, par exemple. Et là-dessus, nous pouvons ajouter, par exemple, toute la tendance écologiste qui note depuis là aussi une quarantaine d'années, voire plus, que un des effets de la consommation, c'est donc la création d'éléments pollueurs, de déchets, qui finissent dans l'environnement. Et si nous n'y prenons pas garde, et fort heureusement, souvent on fait attention, mais si on ne fait pas attention, eh bien, ils ont tendance à détruire les écosystèmes dont sont dépendants
des sources de nourriture, tout simplement, sans aller sur la morale de les animaux, les pauvres solaires, polaires, pas solaires. La consommation de poissons, par exemple, est mise en danger par la surexploitation, mais surtout par la pollution chimique et même par œstrogène, par exemple, des océans. Et donc, ces tendances lourdes, à partir des années 70, commencent à converger aujourd'hui dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Et il faudrait ajouter à cela le surendettement qui est également démarré dans les années 70, qui est quelque chose de connu dans l'histoire. Hein. L'Empire romain s'est surendetté, les empires finissent toujours par avoir des économies qui... Je termine juste ma phrase, mais qui dépensent pour pouvoir contenter la population et ne pas lui faire subir des crises, permettre la paix sociale, permettre aussi de ne pas faire de choix entre le beurre, l'argent du beurre. On a tout aujourd'hui. Et la dette colossale nous amène à une situation où financièrement, il est impossible de continuer sans justement crise financière et économique, en plus de tout le reste. Mais est-ce que là, on n'a pas deux choses différentes? C'est-à-dire qu'il y a une crise économique d'un côté, la dernière partie de ce que vous développez, avec des États surendettés, etc., qui est une analyse que je peux partager. Mais l'autre côté, ça serait une crise liée à des ressources qui sont limitées dans un monde où on a tendance à en demander de plus en plus à la Terre, donc qui est plus écologique, qui est quelque chose que j'ai plus de mal à partager. C'est-à-dire que en histoire, ce que j'ai pu voir, enfin en histoire économique, hein, ce que j'ai pu voir, c'est 1800, Malthus dit on est trop nombreux, on est un peu moins d'1 milliard, mais on est trop nombreux, la Terre ne survivra pas. Mais Malthus ne voit pas qu'à la même période, exactement la même période, il y a la mécanisation et l'industrie qui arrivent, qui vont permettre de passer ce cap du milliard sans trop de difficultés. Et puis en 1900, vous avez l'Angleterre est le pays gigantesque en 1900. Oui. Et vous avez le plus grand scientifique d'Angleterre qui dit on est 1,5 milliard, on n'y arrivera jamais, ça va être des famines partout, on n'y arrivera pas. Et puis vous avez Fritz Haber qui trouve le moyen de fabriquer des nitrates, enfin de l'ammoniac, et donc de faire de l'engrais. Et on passe ce 1,5 milliard sans trop de difficultés. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que cette limitation de la planète, on arrive tout le temps en fait à la passer par le progrès technologique. Mais je vais vous laisser répondre à ça justement. Mais moi, j'ai l'impression qu'on arrive à passer ce problème tout le temps par le progrès technologique. Comme on ne devait plus avoir de pétrole, et puis on s'est mis à trouver le gaz de schiste. Moi, il n'y aura plus de pétrole, j'entends ça depuis très très longtemps. Hein. Enfin, quand je dis depuis très longtemps, c'est avant les années 2000, donc vraiment très longtemps. Et à chaque fois, la date de fin du pétrole est repoussée parce qu'on trouve des nouvelles techniques, du gaz de schiste, des systèmes. Maintenant, on est en train de créer des carburants à partir de déchets de betteraves. Donc, en fait, le progrès technique, pour moi, arrive probablement aujourd'hui à toujours combattre cette barrière écologique ou cette limitation des denrées qu'il y a sur la Terre, quitte, dans un avenir peut-être plus lointain, à aller les chercher ailleurs dans l'univers et arriver vraiment là à des ressources infinies, ou complètement infinies si on arrive à se déplacer dans l'univers. Mais même au niveau de la Terre, pour l'instant, le progrès technique arrive vraiment à chaque fois à nous faire passer le cap. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous répondez à ça, puisque c'est sûrement quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi. Bien sûr, et j'en parle dans mon premier livre. La question, le mot-clé, c'est toujours. Et en fait, ça dépend dans quelle géographie et dans quel laps de temps on analyse la situation. Car effectivement, si on prend le laps de temps 1800 à 2020, effectivement, on a une progression technique, une progression scientifique, une progression qui, in fine, produit et transporte des biens agricoles et de subsistance, qui est largement plus grande, malgré
on va dire, une quasi-extermination de certains peuples pour aller prendre leurs terres, mais bon, ça c'est un détail à la limite, qui permet aux populations croissantes du monde, puisque de fait nous sommes passés de 1 milliard à bientôt 8, enfin, quasiment 8 aujourd'hui, et que malgré les guerres, malgré quelques crises, ces 2 siècles ont été absolument fantastiques en développement technique, en développement scientifique, et effectivement d'aller chercher des nouvelles ressources là où elles sont. Mais si on prend un laps du temps différent ou plus long, on voit que des effondrements existent bel et bien, et que parfois, il n'y a pas de solution. J'ai dit également qu'il ne s'agit pas que de problèmes liés à des ressources, c'est une convergence de différents problèmes. Et parce qu'on pourrait me dire, certes, les Mayas se sont effondrés parce que leurs ressources, qui étaient essentiellement agricoles, n'ont plus pu soutenir leur développement démographique, mais peut-être qu'ils auraient pu être mieux gérés parce que leur système économique, tout comme celui de l'Union soviétique, n'était pas basé sur une capacité d'avoir cette innovation que nous avons eue, par exemple, en Occident, et en Occident seulement pendant les 2 derniers siècles. Et donc, il est intéressant de bien spécifier de quel laps de temps. Alors, parlons de nous aujourd'hui. Il y a des données techniques qui sont indéniables. Nous sommes une planète pour l'instant. Alors, je souhaite qu'on puisse aller chercher des ressources effectivement ailleurs. La technologie le pourrait, théoriquement. On pourrait très bien, effectivement, aller exploiter les astéroïdes, l'espace et d'autres lieux. Il y a des lieux sur Terre qui ne sont pas encore exploités. Il y a cette théorie économique tout à fait juste qui dit que si les prix, par exemple, montent, eh bien, nous allons aller chercher des ressources là où elles sont plus coûteuses à exploiter. Et ce faisant, avec les économies d'échelle qui se mettent en place, nous avons tendance à retirer les prix vers le bas et à acquérir en fait des ressources relativement abondantes. C'est au fond les histoires du gaz de schiste, du pétrole, des sables bitumineux, dont on nous a beaucoup parlé pendant les années 2000, qui sont des vieilles technologies, mais qui ont été rendues possibles par le renchérissement des prix de la première décennie des années 2000. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce type de gisement eh bien, n'est pas infini, il s'épuise aussi, et ça explique d'ailleurs le renchérissement récent. Ce n'est pas vraiment la guerre avec la Russie qui déclenche ces prix, c'est qu'on voit que les pays, par exemple, du Moyen-Orient, les grands producteurs, peinent à produire plus, et nous arrivons vers un renchérissement. Car enfin, il faut aussi parler du coût énergétique nécessaire pour obtenir de l'énergie. S'il vous faut, prenons un cas théorique qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais si vous avez besoin d'un baril de pétrole en termes d'énergie, en le dépensant pour faire tourner les foreuses, les camions, les pétroliers, etc., pour réussir à obtenir et exploiter un baril de pétrole, là, le prix n'a plus tellement d'importance, puisque, in fine, tout est énergie, tout se réduit à l'énergie. Donc on peut dire que c'est vrai, nous venons de passer 200 ans extraordinaires de progrès techniques et technologiques, et il serait intéressant de se pencher sur le pourquoi ces 2 siècles, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, ont été si particuliers, car les Romains auraient pu inventer la machine à vapeur, tout comme les Chinois. Le pétrole existe depuis des millions d'années, personne ne l'a utilisé. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? De même que le charbon. Pourquoi de cette manière? Et ça, d'ailleurs, c'est un thème que je soupçonne vous intéresse d'un point de vue économique. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est grâce à l'économie libérale et l'économie libre qu'on a réussi à le faire. Et c'est là où peut-être il y a le danger le plus grand qui s'ajoute à ce que j'ai dit avant, c'est que la gestion des économies aujourd'hui, elle n'est pas faite par le libre marché et libéral du tout. Nous sommes dans un monde qui est en train de devenir, alors pour certains pays qui sont taxés à plus de 60%, où l'économie est à 60% étatisée, nous sommes dans des pays quasiment en train de tendre vers un nouveau communisme, et dans d'autres économies, ce sont largement des économies subventionnées, corrompues et biaisées par l'instrument assez maléfique qu'est l'État. L'État qui vole de l'argent, qui le redistribue selon des clientélismes, qui fait croire qu'il y a des démocraties, mais encore que les démocraties sont pas du tout des systèmes de gestion, c'est des systèmes très, très clientélistes en réalité. Et donc, nous ne laissons pas la liberté s'exprimer, et donc je crains que votre argument, qui est tout à fait recevable, qui dit qu'on peut trouver des solutions et ça je le crois, à tous les problèmes, par l'innovation, par le débat des idées,
Aujourd'hui, on voit bien que les idées ne peuvent pas être débattues, à moins qu'elles soient parfaitement synchrones avec ce que veut le pouvoir, qui lui-même est acheté par des groupes d'influence qui sont évidemment bien au-dessus et qui ont beaucoup d'argent et qui ne veulent pas de l'économie de marché pour les autres, ils les veulent pour eux, mais pas pour leurs concurrents. Et donc, ce biais ressemble au clientélisme qui a fait tomber d'ailleurs la République romaine et qui n'est pas une source d'innovation. On le voit bien, si on ne peut pas s'exprimer, les gens fuient. Et il faut voir si aujourd'hui les cerveaux, les gens innovants, les gens travailleurs vont fuir dans des économies qui, elles, vont pouvoir trouver le résultat. J'ajoute que lorsque je parle d'effondrement, je ne parle pas forcément d'effondrement de la planète entière et globale. Je ne suis pas je ne suis pas nous ne sommes pas encore à un niveau d'économie parfaitement intégré dans le monde entier. On a vu pendant le Covid que certaines régions s'en sont sorties mieux et que certaines économies ont su gérer les ruptures, les cassures des cycles d'approvisionnement, de tous ces systèmes juste à temps qui fonctionnent si bien. À partir du moment où l'État a commencé à dire, bon, ben voilà, maintenant, on doit tout arrêter pendant ne serait-ce que 2 mois, on a vu le chaos que ça a créé. Et fort heureusement que nous ne sommes pas dans des économies planifiées, pas encore, car sinon le chaos aurait été définitif et avec des pertes gigantesques sur la population. Car il se peut qu'il y ait donc des régions qui s'en sortent très bien et des régions qui s'en sortent très très mal, aussi par la manière dont elles sont gérées ou administrées par des soi-disant élites qui sont souvent des politiciens un peu médiocres mis là parce qu'ils sont obéissants. Et là, la question de la planification que vous me posiez, à ce moment-là, se pose. Moi, j'ai plutôt la tendance à croire que nous vivons surtout dans une grande capacité d'incompétence, car mon expérience dans les entreprises et l'interaction avec les États montre que souvent, même les meilleurs plans finissent par de toute façon capoter au bout de 1 ou 2 niveaux hiérarchiques en dessous, où ils sont mal compris, ils sont mal exécutés, et donc les plans, surtout des plans si gigantesques, sont difficiles à mettre en place. Alors on pourrait me rétorquer que il y a eu des grands complots qui ont fonctionné, comme le complot de mettre en place le projet Manhattan, dans le plus grand secret, faire travailler 1 million de personnes de concert sans savoir pourquoi, et à la fin produire des bombes atomiques. C'est rare dans l'histoire que ça fonctionne aussi bien, et c'était peut-être possible uniquement aux États-Unis, dans une culture très particulière, pendant une guerre. Bon, l'Union soviétique a réussi des grandes prouesses spatiales, également militaires, etc., mais à quel prix pour la société? Donc, oui, peut-être qu'il y a des tentatives de contrôle des économies, alors des tentatives de les effondrer, en sachant que ça provoquera un chaos gigantesque, potentiellement beaucoup de morts. Oui, peut-être des esprits un peu mous, un peu fous, un peu malades pourraient essayer, mais là aussi, l'incompétence me paraît la meilleure explication. Mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise, c'est plutôt de dire, attention, nous avons cette convergence de crises lourdes qui sont en train d'arriver à un moment très délicat où il faudrait avoir des gens extrêmement compétents, extrêmement fins pour les gérer. Or, je ne les vois pas. Et en plus, ce serait surtout à l'économie libre de les gérer et de trouver des solutions. Or, on essaye de taxer, de mettre de plus en plus, on voit l'Allemagne qui se prive de pétrole, de gaz en ce moment en prétextant cette guerre en Russie. Et je me demande si ce n'est pas plutôt un agenda des écologistes allemands qui veulent ramener le pays à une ère pré-industrielle. Et ce serait une catastrophe, évidemment, en termes de population et de niveau de vie. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit dans un moment où on va pouvoir bien gérer la situation. Et malheureusement, dans l'histoire, on voit aussi que lorsque les situations sont difficiles, une des réponses que trouvent souvent les États, les gouvernements, ce sont les guerres. Les guerres qui permettent de focaliser l'attention des populations sur autre chose, qui permettent de relancer une partie de l'économie, malheureusement avec souvent des pertes humaines et de niveau de vie colossal. Et parfois, on les perd, les guerres aussi. Tous ceux qui lancent des guerres pensent les gagner, mais il y en a toujours un sur deux qui les perd. Donc c'est une période très délicate. Et ce que je voulais vraiment faire depuis 10 ans, c'est, en plus de donner l'alerte, c'est de donner des solutions. Et c'est là où on différencie peut-être le collapsologue qui n'est que dans l'analyse et qui est une approche assez récente,
au survivaliste qui fait des analyses, qui établit des scénarios. Et en fait, c'est une discipline qui commence dans les années 50 aux États-Unis, dont je suis un petit héritier parmi d'autres, et qui simplement va dire non, mais on a des solutions qu'on va mettre en place, non pas à titre collectif, parce que le collectif, je ne sais pas par où quel bout le prendre, je ne sais pas par où commencer. Et moi, j'ai pas l'influence sur les États pour corrompre les politiciens pour qu'ils mettent en place un droit à la survie. En revanche, ce que je peux faire à titre individuel, c'est réfléchir à ce dont j'ai besoin pour soit tenir le coup pendant une crise assez courte, et au fond, c'est ce que font la plupart des gens lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui vont durer quelques semaines, quelques mois, quelques jours même, sans électricité, sans eau, sans nourriture. Est-ce qu'on a de quoi tenir le coup? Oui, non. Sinon, de quoi avons-nous besoin? Et on se prépare en conséquence. Mais aussi pour des crises un petit peu plus longues, qui peuvent inclure le fait de devoir dégager, partir, aller dans un endroit. On a vu que malheureusement, en cas de guerre, beaucoup de gens doivent quitter leur domicile, se rendre ailleurs. Ça s'appelle les réfugiés, et c'est généralement un très très mauvais choix de vie que de finir réfugié dans un autre pays. Ça implique, on le voit malheureusement, toutes sortes d'abus, de gens forcés à la prostitution, à des drames, et aussi un préparatif peut-être plus à long terme que je préconise. Alors ça, c'est un peu ma solution préférée, qui n'est peut-être pas la seule, mais qui est celui de s'enraciner et de mettre une partie de ses ressources et de son temps, finalement un peu comme dans une assurance, mais de travailler son autonomie, sa résilience. Et donc, ça passe par soit des stocks un petit peu de matériel et de nourriture, si la crise devait être relativement à moyen terme, en durée, ou alors la capacité à produire soi-même un minimum de nourriture, d'eau, etc. Un peu comme ce qui a sauvé les Russes pendant l'effondrement de l'Union soviétique, puisque c'était dans leur culture d'avoir une datcha qui produisait des choux, des patates et un peu d'eau. Et ce qui a sauvé beaucoup de familles de la famine, réellement, dans les années 90-93. Donc vous, l'effondrement, c'est quelque chose que vous voyez actuel et qui est en train d'arriver, global ou pas global, ça vous pouvez pas le dire aujourd'hui, mais voilà, qui est amplifié par des États qui confisquent de plus en plus la richesse créée par la population. Bon, sans la citer, vous parliez de la France tout à l'heure, qui a plus de 60% du PIB qui est généré par l'État, donc qui de plus en plus confisque la richesse au détriment de sa population, avec toujours l'argument de « on va redistribuer », mais enfin, on voit que le fonctionnement est plutôt bancal. Et donc, vous voyez cet effondrement arriver. C'est un effondrement que vous souhaitez, ou vous êtes neutre vis-à-vis? J'ai eu l'impression, en regardant d'autres vidéos de vous, que vous souhaitiez l'effondrement pour redémarrer quelque chose. Alors, quand je veux répondre à cette question sérieusement, je ne peux pas la souhaiter. Je ne peux pas le souhaiter parce que je sais que la conséquence va être, dans le meilleur des cas, des situations économiques désastreuses pour beaucoup de gens, et donc des sacrifices qui vont devoir être faits par plein de gens, des souffrances très lourdes. Et dans le pire des cas, ce sont des millions de morts dans des pays comme les nôtres. Car nous ne sommes plus habitués à tenir sans tout qui fonctionne. Et puis rien ne dit que ces effets dominos et effets papillons combinés que provoquent les crises, on a vu l'incapacité de prévoir les effets des confinements Covid de 2020, dont on sort à peine maintenant. Eh bien, à un niveau beaucoup plus grand, ça implique un manque d'eau potable, et donc ça veut dire des maladies, des vraies maladies méchantes, hein, bactériennes, l'incapacité d'avoir des médicaments qui arrivent, puisque les pharmacies sont plus livrées. Aujourd'hui, on est à zéro stock partout. Et puis, ça implique les violences qui se déclenchent lorsque les gens sont énervés, qui n'ont plus de quoi nourrir leur famille, ou simplement qu'ils voient des opportunités de prédation, car malheureusement, il y a un pourcentage de gens qui sont par nature ou par culture amenés à la prédation, et voilà. Et donc tout ça, ce sera regrettable de manière extrêmement grave.
Une autre partie de moi me dit, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent plus et on va vers des directions tellement dramatiques dans ce monde qui amèneront un effondrement encore plus grand dans quelques années. Parce qu'encore une fois, nous sommes encore dans une économie semi-privée, semi-étatique. Continuons encore 10 ans comme ça et nous serons dans des sociétés réellement communistes. La confiscation sera de plus en plus grande, en tout cas en Occident. Et là il n'y a plus personne qui sait gérer quoi que ce soit. Et on a vu l'Union soviétique, après 70 ans de gabegie planifiée, la catastrophe que ça donnait dans un pays qui foisonne de ressources. L'Angleterre, 60 millions d'habitants dans un pays qui produit pratiquement pas d'agriculture, ça va être un désastre avec des famines dont qu'on n'a pas vu depuis un siècle. Et donc, je ne peux pas le souhaiter de manière sérieuse. Après, en plaisantant, on se dit toujours qu'on a toujours en nous cette tendance qu'il faut garder à l'individu et pas dans la gestion, de pouvoir se dire du passé faisons table rase. Et fort heureusement, je ne suis pas à la tête d'un gouvernement, donc tout va bien. Oui. Mais je suis en partie d'accord. Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'à l'effondrement, mais en fait, à chaque fois, à vouloir éviter les crises, les gouvernements prennent une dette de plus en plus importante déjà. Soit ils créent de la monnaie à partir de rien, soit ils font une dette de plus en plus importante. Et la crise suivante devient de plus en plus grave. Donc, de temps en temps, on a plutôt intérêt à prendre sa perte et à accepter la crise telle qu'elle est tout de suite pour après essayer de reconstruire, plutôt que d'attendre 10 ans de plus et de se retrouver avec une crise beaucoup, beaucoup plus forte. Ça, c'est vraiment ce que je vois depuis les années 2000 et surtout depuis la crise des subprimes. À force de ne pas vouloir accepter la crise et d'essayer de tout sauver par la dette, finalement, on se crée des bulles et des crises encore plus importantes dans l'avenir. Donc, il faut un moment accepter le problème. Oui, et puis on récompense les mauvaises pratiques gestionnaires et d'innovation et on étouffe les innovations qui pourraient venir apporter des solutions nouvelles à des problèmes dont la solution pourrait même être rentable. Donc, c'est dommage. Oui. Alors, mettons qu'effectivement l'effondrement arrive dans l'Occident, et encore une fois, comme je le disais au début, on a quand même quelques signes aujourd'hui. On a pas mal de signes noirs entre la guerre en Ukraine, l'inflation un peu partout et des pénuries de produits comme de la moutarde, vraiment des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir avoir un jour en pénurie. J'ai vu des supermarchés à Dijon qui n'ont plus de moutarde, ça paraît complètement fou. Donc, imaginons qu'effectivement cet effondrement arrive là. Comment quelqu'un comme moi qui n'est absolument pas préparé et qui avait entendu parler d'effondrement, mais enfin ne s'y était jamais pensé jusqu'à aujourd'hui, comment commencer à se préparer et comment faire en sorte qu'avec sa famille, on puisse passer le cap avec le moins de dommages possible, mettons. Alors, en bon commercial, je dois vous conseiller de lire mes livres, voire d'acheter mes services en tant que conseil pour vous aider. Mais de manière très générique, il s'agit d'abord d'avoir un aperçu de sa propre situation. Êtes-vous dans une situation professionnelle qui nécessite d'être là où vous vivez? Et est-ce que là où vous vivez est un endroit qui peut subir plus ou moins des conséquences de crise économique lourde? D'ailleurs, mon premier livre s'appelle « Survivre à l'effondrement économique », pas l'effondrement tout court. Parce que dans mon esprit, c'est toujours par l'économie que l'on vit et que l'on trouve sa subsistance, même par une définition sémantique, et que donc, c'est lorsque l'impact des crises touche l'économie et que cette économie nous touche nous, et donc dans notre géographie, dans notre situation familiale, dans notre type de source de revenus, vous pouvez avoir des sources de revenus diversifiées, par exemple, et être relativement tranquille parce que vous savez que peut-être vous avez des revenus locatifs immobiliers, peut-être vous avez pas que un salaire, vous avez aussi une activité indépendante, etc., etc. Et donc, à vous d'abord d'évaluer l'impact des scénarios que vous pouvez imaginer ou que d'autres peuvent imaginer pour vous et d'imaginer
comment, si cet effondrement petit, moyen ou grand arrive, est-ce qu'il vous impacte? Est-ce que vos voisins sont des gens bienveillants et sympathiques à votre égard ou moins? Toutes ces évaluations, elles doivent se faire. Et puis votre environnement familial, est-ce que vous êtes un jeune cadre dynamique mais célibataire et qui peut être facilement mobile? Ça, c'est une manière. Ou est-ce que vous avez à charge votre vieille grand-mère, votre papa ou une famille avec des petits-enfants en bas âge qui sont scolarisés et donc dont la mobilité est peut-être moindre, et donc la vôtre aussi. Donc toute cette analyse, elle se fait en amont. Et puis ensuite, on arrive tous aux mêmes problématiques, c'est de voir de quoi est-ce que nous sommes dépendants pour notre nourriture, notre eau, nos soins, est-ce que nous prenons des médicaments réguliers? Quelqu'un qui est diabétique a des besoins que quelqu'un en bonne santé n'a pas. Je crois qu'on n'a même plus le droit de dire aujourd'hui bonne santé, mauvaise santé. Quelqu'un qui a une santé différente voilà, qui est santé challenge, on dirait en anglais, health challenge, on ne dit plus malade. Bref, et donc de faire cette analyse de quoi avons-nous besoin? Et ensuite de se dire, voilà, s'il manque l'électricité, comment est-ce que je me chauffe en hiver? Comment est-ce que je cuisine? Qu'est-ce que je cuisine et comment je bois et faire boire mes dors et comment je me lave? Alors si c'est 2 jours, c'est pas très grave. Si ça dure 2 mois, là, on commence à avoir des gens qui s'énervent. Et donc, être capable de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, peut-être à ceux de ses voisins, et les aider, c'est déjà pas mal. Je remarque que pour une fois, dans leur immense budget, les États, généralement, ont quand même préconisent à leur population d'avoir 48 heures de subsistance chez eux. C'est le cas en Suisse, évidemment, mais par exemple, même en France, le ministère de l'Intérieur, sur son site Internet, donne une liste d'objets, d'outils à avoir chez soi, une lampe torche, des batteries, une couverture par personne, et de l'eau pour 48 heures. Parce que, en cas de catastrophe naturelle, déjà en temps normal, il n'est pas là pour vous aider. Alors, en cas de catastrophe naturelle, il ne peut pas être partout. De toute façon, c'est impossible. Et donc, même les États préconisent un minimum de préparation. Ensuite, donc pour quelqu'un qui veut démarrer, réfléchir à 48 heures sans électricité et sans nourriture et sans eau potable, c'est déjà un excellent premier pas. 48 heures, ce n'est pas excessif, c'est plusieurs bouteilles d'eau. En fait, en 48 heures, on n'a même pas besoin de nourriture en réalité. Mais voilà, c'est un tout petit effondrement entre 48 heures. Un minuscule effondrement. Mais minuscule. Si tu dis à quelqu'un, il faut que tu aies demain matin 4 ans de nourriture dans ta cave ou dans tes armoires, la personne va dire, mais non, mais je ne sais même pas par où commencer. Et puis même le budget, pour beaucoup, peut être considérable. Moi, ça fait bientôt 20 ans que petit à petit, quand je fais mes courses, j'achète un truc en plus, je prépare mon potager, là je suis en train d'installer un poulailler, mais je le fais à mon rythme et puis en fonction de mon mode de vie. Quand j'avais des enfants en bas âge, j'ai 4 enfants, maintenant ils commencent à grandir, quand ils étaient petits, je n'avais pas le temps de faire le potager comme je le fais aujourd'hui. Alors après, il se trouve que je trouve rigolo de faire le potager, puis que ça ne me prend pas énormément de temps non plus. Mais quand j'étais un jeune cadre dynamique et qui avait un très très bon salaire, le potager, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors peut-être qu'à cette époque-là, j'aurais gardé, et sans doute que je le faisais déjà instinctivement, un peu d'eau et quelques conserves. En tant que bon méditerranéen, j'ai toujours du riz et des pâtes et de l'huile d'olive dans les placards. Et pas beaucoup de moutarde en revanche. C'est pas moi qui ai mangé toute la moutarde. Mais d'accord, donc on commence petit avec 2 jours de provisions ou 2 jours de ce qu'il faut pour survivre, y compris lampe torche et couverture. Et puis petit à petit, en fait, on fait grossir son stock pour pouvoir arriver à des périodes beaucoup plus longues. C'est un peu ça l'idée du démarrage. Quoi. Comme dans tous les études de flux, un stock finit par se tarir si on l'entame et si on le consomme. Donc évidemment, il faut approvisionner ce stock. Et un stock n'est pas une autonomie. Un stock, c'est un tampon, c'est un moment de réserve. Et c'est là où il faut d'ailleurs espérer que ces effondrements ne soient pas extrêmement longs, parce que même la personne la mieux préparée, même quelqu'un qui aurait 10 ans de stock,
il y a un moment où il n'a plus de batterie. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas fabriquer des batteries. Je sais les recharger avec des panneaux solaires, mais je ne sais pas fabriquer les panneaux solaires. Donc, de toute façon, nous allons avoir besoin d'économies complexes à terme à nouveau, évidemment. Et donc, nous souhaitons que ces effondrements soient ponctuels, tout comme, je ne sais pas, 39-45 a duré jusqu'à 45. Et après, on a reconstruit et on s'est remis à vivre un peu mieux, bien que les années juste après la guerre étaient difficiles. Mais il arrive un moment où on reconstruit, on réémerge et on ajoute, si possible, du progrès. Pour l'Empire romain, ça a mis 500 ans. Mais enfin, on vit mieux en Italie aujourd'hui, à peu près mieux en Italie aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Tout juste, tout juste mieux. Mais enfin, voilà, on peut espérer que nous pouvons le faire. Mais toute cette philosophie, de toute façon, elle se base sur la volonté individuelle qui est de ne pas subir et de prendre en charge son destin, du moins sur ce qui est possible. Moi, je ne peux pas influencer la guerre en Ukraine. J'aurais souhaité que les Russes trouvent un autre moyen pour faire valoir leurs idées ou leurs droits. Oui, voilà. Et leurs idées et leurs droits. Maintenant, c'est comme ça. Moi, j'ai beau me concentrer, mettre des slogans sur Internet, ça ne changera rien. En revanche, si demain une guerre civile devait éclater dans mon pays, bon, en Suisse, ça me paraît un peu difficile, mais si ça devait arriver, qu'est-ce que je peux faire? Je peux parler à mes voisins, je peux discuter voilà, de faire une surveillance de la vallée, du pays, d'où je suis, de la région où je suis, et de contribuer au maintien de la paix et du calme. Il ne s'agit pas de se monter la tête et d'aller combattre. Il s'agit d'essayer d'apaiser les choses. Donc, en Ukraine, c'est trop loin, j'y arrive pas. En revanche, avoir un bon rapport avec mes voisins, ça, j'y arrive. Et ça, c'est l'individu qui décide. Moi, j'ai pas envie que l'État me dise il faut que tu sois gentil avec les autres. Ça me paraît la moindre des choses, ça me paraît normal. J'ai pas besoin de l'État pour être gentil avec mes voisins. En revanche, j'ai cette nécessité, j'ai ce besoin d'avoir des bons rapports. Et si des gens viennent nous embêter, eh bien, on a la justice qui fonctionne aujourd'hui avec la police. Si elle ne fonctionne pas, et d'ailleurs, personnellement, j'en ai pas vraiment besoin, les citoyens peuvent s'organiser entre eux. Et en cas d'effondrement, on va s'organiser pour produire de la nourriture, avoir un minimum d'énergie dans la vallée, etc. Donc, j'essaie de travailler de manière locale. Et au fond, c'est ce que nous disent les écolos depuis longtemps, organisez-vous de manière locale, et ceux qui ne sont pas dans le blabla, qui sont dans l'action, le font. Et c'est très, très bien. Moi, je n'ai pas besoin de l'État pour venir me prendre de l'argent. Je voyais, par exemple, hier, en faisant un plein d'essence en France, je trouve que j'étais en France, un petit autocollant sur la pompe qui dit « L'État vous fait cadeau de 1,5 centime par litre sur votre plein. » Mais j'aimerais bien qu'ils ne me prennent pas déjà 1,60 € sur les 2 euros. Ouais. Avant qu'ils me rendent les 1,5 €, si c'est possible. Quand l'État baisse sa taxe, en fait, il vous en fait cadeau. Il vous prend moins d'argent, c'est un cadeau. Quand il vous prend moins d'argent, c'est fait pour vous, quoi. C'est très surprenant. Donc, en fait, on démarre par un petit stock, par le fait de bien connaître ses voisins et de tisser des liens avec ses voisins pour pouvoir survivre en groupe. Et quand c'est possible, on se dirige plus vers la campagne. On va pouvoir non plus être sur une idée de stock, mais sur une idée de flux, c'est-à-dire avoir son potager, son poulailler, ce qui va permettre en fait de vivre à long terme sans forcément entamer toutes ces boîtes de conserve et son riz et ses pâtes, quoi. Et on essaie de trouver sa propre énergie avec notamment du panneau solaire, je crois, vous concernant, si j'ai bien compris. Mais donc, c'est ça l'idée générale. L'idée, c'est d'être dans cet état d'esprit, et l'exemple que vous venez de citer, qui correspond à ce que je fais, est un exemple qui découle de la stratégie que vous avez mis en place. Dans mon livre, j'explique qu'il y a 7 points principaux à rechercher, pour lesquels il faut rechercher. Excusez-moi, votre livre, c'est Comment survivre à l'effondrement économique, là, celui dont vous parlez. C'est le premier, ils ont été suivis par d'autres, mais en tout cas, dès le premier... Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent aller le trouver sur Amazon.
Et ce livre, dans lequel j'explique les 7 piliers fondamentaux sur lesquels il faut réfléchir, c'est l'eau. Ce sont d'abord évidemment les besoins physiologiques, l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social. Ce sont 7 éléments qui sont tous indispensables. Ils sont tous à développer petit à petit parce que stocker des boîtes de conserve et de l'eau dans un placard sans parler à ses voisins, c'est dommage. Il faut aussi commencer à parler à ses voisins. Alors, il ne s'agit pas de les inviter à une réunion secrète dans une cave, en une cagoule, pour leur dire attention, on va devenir des survivalistes. Non, on va simplement parler en disant voilà, d'abord, est-ce qu'on se connaît? Oui, non. Et si on se connaît, est-ce qu'on a pensé à qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'électricité? Venez chez moi, j'ai une lampe à kérosène ou j'ai une génératrice, que sais-je. Ces rapports humains, ils ont malheureusement été entamés par d'abord l'urbanisation et puis aussi la dématérialisation de l'économie, ce qui est très bien, mais on a un peu oublié qu'ils sont nécessaires. Nous sommes un animal social. Autant je suis très individualiste et je suis pour l'individu, il fait partie d'un groupe. On a ce besoin d'être estimé et donc d'aider les autres et d'être aidé par les autres. Et donc, autant tisser le lien avec notre famille, nos voisins, etc., si c'est possible. Et au lieu d'avoir des conflits de voisinage incessants et d'aller en justice sans arrêt pour des histoires de haies, de mètres carrés, etc. On peut discuter. La défense est souvent le sujet d'achoppement parce que nous sommes dans un monde où malheureusement on a perdu ce concept de liberté. La liberté, elle se défend. Elle se défend en ne se laissant pas piétiner, d'abord par l'État, mais ensuite par des gens malveillants. Et cette défense, elle est tout d'abord un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de dire non. C'est l'état d'esprit de dire, voilà, je suis libre, ceci est mon périmètre, ceci est mon territoire, voilà les choses qui m'appartiennent, voilà les gens qui sont sous ma responsabilité et que je dois défendre. Et si je ne suis pas dans la capacité physique de les défendre, ça peut commencer avec ces mots, et puis ensuite avec ses petits doigts. On ne parle pas forcément d'avoir tout de suite son AK-47, hein, on est d'accord. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas la première chose nécessaire à faire. Parce qu'avoir une arme à feu sans avoir l'état d'esprit et la formation qui va avec, c'est un peu du gaspillage. Et voilà. Alors, je parle évidemment en étant suisse, dans un pays où nous sommes tous armés et organisés, ne serait-ce que pour la défense du territoire national, en forme de, vous appelez ça peut-être en garde nationale, chez nous on appelle ça la milice. Chez vous, ça n'a pas la même connotation, oui. Je sais. Mais enfin, on a une organisation de défense du territoire qui est explicitement liée sur le citoyen armé comme étant la première ligne de défense du pays. Face à toutes sortes d'agressions, nous savons faire. C'est une tradition qui se perd, mais c'est une tradition très ancienne et que, il y a quelques siècles, tous les pays européens pratiquaient. Tout le monde allait chasser, tout le monde savait plus ou moins se défendre, en tout cas dans les campagnes. Mais en tout cas, l'état d'esprit est important de savoir dire, voilà, on dit non. Et souvent, c'est par cette force mentale, cette force morale, que la paix est maintenue et que l'agression n'existe même pas. Ce sont les endroits faibles et souvent les endroits désarmés. On l'a vu malheureusement avec ces tueries horribles aux États-Unis. Ce sont souvent dans des endroits où, par exemple, les armes sont interdites et où les gens sont désarmés que vont les tueurs, les criminels, vont là où la défense est la plus faible. Et bref, donc c'est un exemple parmi d'autres, parce que je sais que c'est souvent l'exemple de différence entre le collapsologue, qui reste très académique, et finalement le survivaliste ou le prévoyant, qui inclut également cet aspect-là dans toute cette démarche. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, mon Dieu, c'est parce que vous n'avez pas été agressé, vous ne savez pas encore ce que c'est. » Oui, comme disaient les Romains, justement, si tu veux la paix, prépare la guerre, quoi. Comme ça, on ne t'embête pas. Et on sait statistiquement que les domiciles où les gens se défendent sont moins cambriolés, sont moins... et souvent, la défense n'implique pas, d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a plus de 1 million de cambriolages par an où une arme à feu sort, est montrée, et dans 99% de ces cas, il n'y a pas de coup de feu qui est tiré, le cambrioleur s'en va. Alors, ce sont les États-Unis, c'est une autre culture que celle que nous avons peut-être en France ou même en Suisse, mais
voilà, la défense, c'est un sujet qui est tout à fait rationnel et tout à fait très bien maîtrisé dans beaucoup d'endroits. Par exemple. Et alors, l'étape finale, j'ai l'impression, du survivalisme, c'est la BAD. Alors, un terme que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, hein, parce que vous-même, vous avez une BAD, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé chez soi, enfin à la campagne, qu'on a son jardin, qu'on a ses poules et des bonnes relations avec ses amis, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on commence à réaliser une BAD? Et qu'est-ce que c'est exactement une BAD? Alors, le terme BAD, c'est la base autonome durable. C'est un concept que j'ai repris d'auteurs qui l'avaient développé précédemment et qui est une évolution d'un concept autonomiste, très, très gauchiste hein, d'ailleurs, qui s'appelait la zone autonome temporaire. C'était des manifestants qui voulaient voilà, faire une zone autonome sans présence de police, sans présence d'État, évidemment temporaire, parce qu'il fallait déguerpir une fois que l'État envoie les CRS. Et en fait, on s'est dit non, en fait, ces auteurs qui m'ont précédé se sont dit non, en fait, pour s'en sortir dans les temps difficiles, alors eux voyaient l'effondrement d'ailleurs vers les années 2030. Pour l'instant, peut-être c'est ceux qui ont eu raison. Moi, je le voyais à partir de 2020. Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, il faut s'enraciner. C'est très difficile de courir dans une zone économique qui va très mal. On est limité en termes de capacité à emporter avec soi du matériel, des outils. Alors, historiquement, on a un contre-exemple, ce sont les communautés juives qui, lorsqu'elles sont persécutées dans un pays, arrivent à fuir et aller dans un autre pays avec leurs connaissances dans leur tête et peut-être une mallette avec des outils de médecin, etc. Ou des lingots d'or, si on veut être dans le stéréotype. Mais c'est pas faux. Donc, moi, je pense que c'est mieux quand même de s'enraciner. C'est ma sensibilité personnelle. Je suis en Europe. Je suis à 300 km de mon lieu de naissance. J'ai toujours vécu dans ce coin, bien que j'ai travaillé partout dans le monde. Je me retrouve chez moi ici, entre l'Italie du Nord et la Suisse et la Savoie. Cette région, je me sens très à l'aise. Autonome, on en a parlé tout à l'heure, développer son autonomie et durable plutôt dans la durée, plutôt que temporaire. Donc ça, c'est donc ce concept. Donc votre base autonome durable, ça peut être un voilier que vous équipez, ça peut être votre maison de vacances que vous équipez en conséquence, ça peut être votre domicile, plus difficile en ville, plus aisé à la campagne, que vous équipez et vous développez en défiscalisant toutes vos dépenses et tout, c'est important, et que vous développez pour tenir le coup en cas de temps difficile ou simplement pour vous préparer, pour ceux qui pensent que l'effondrement sera vraiment très très long. Je ne suis pas forcément dans cette optique-là, mais à une nouvelle forme de civilisation. Est-ce qu'on revient à des sociétés beaucoup plus agraires? Si c'est le cas, est-ce que c'est plutôt bien ou pas bien d'avoir de quoi produire sa nourriture? Si on a des sociétés qui deviennent très violentes, est-ce que ces violences sont plutôt en ville ou plutôt à la campagne? Il y a les deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'en Afrique du Sud, on est mieux dans les villes, c'est pas sûr, que dans les campagnes. En tout cas, une ferme isolée, en tout cas l'exemple sud-africain montre une bonne solution. Donc le village, potentiellement, être bien intégré dans un village, c'est probablement une très bonne solution. Mais d'autres développent leur base autonome durable dans une caravane, dans un camping-car. Alors, c'est à ses limites, évidemment, mais c'est plus un concept qu'un objet. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on développe petit à petit. Ça peut être un travail à faire en famille, un projet même éducatif pour les enfants. Ça peut être source de tension dans un couple où souvent la femme dit « Ah non, mais j'aimerais bien rester en ville avec mes copines pour faire du shopping. » Je fais un peu de stéréotype, encore une fois. Mais bon, j'ai des clients qui me parlent de ce genre de problème et l'homme qui dit « Non, mais moi, je peux faire du télétravail depuis… Alors, on trouve des solutions. On vit à la campagne, puis on va faire des week-ends en ville. Ça, c'est possible aussi. Donc, essayer d'être flexible mentalement sur ce qui est possible, sur ce qu'on a envie de faire. Et garder son sens de l'humour dans toute cette situation. D'accord. Alors, là, on est presque à la fin de la vidéo. Alors, je le dis à tout le monde, si quelqu'un a un doute, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Hein, c'est moi qui vous ai demandé de venir, c'est pas vous qui me payez pour passer dans la vidéo. Mais comme on est à la fin,
J'ai deux petites questions. La première, s'il y a 3 livres que vous avez écrits ou d'un autre auteur, peu importe, mais comme vous êtes là, on va plutôt parler de vous. 3 livres qu'il faudrait acheter pour vraiment démarrer non, 3 livres importants que vous avez écrits. Et si je veux m'intéresser au survivalisme et sur comment faire, lesquels je dois acheter? Alors, comme j'en ai écrit que 5, c'est facile d'en choisir 3, mais c'est sûr que le premier, Survivre à l'effondrement économique, donne des bases. Ah. Le deuxième, pour ceux qui habitent en ville, je dirais Rue Barbare, qui est mon deuxième livre. Rue Barbare, qui parle en fait, de comment est-ce qu'on va survivre si on est coincé dans une ville ou si on ne veut pas ou peut pas partir vivre à la campagne. Donc ça, c'est donc un livre que j'ai coécrit avec un ami américain et qui explique malgré tout comment faire. Et puis le troisième, dans la foulée, que je ne pensais pas être si important, mais pourtant les événements des 3 dernières années ont montré que pourtant il l'était. C'est un livre que j'ai coécrit avec un ancien responsable du GIGN qui s'appelle NRBC. Et ce titre barbare, en fait, signifie nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de risque? Et dans ce livre, qui est sorti en 2016, on explique qu'est-ce qu'une pandémie, par exemple, et comment on se prépare à une vraie pandémie qui fait du mal, qui tue des gens, et qui se propage, et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Alors, beaucoup de gens, maintenant, sont familiers avec les confinements, sont familiers avec les gestes barrières, etc. On en parlait déjà en 2016, mais ce livre nous parle aussi, qu'arriverait-il en cas d'accident nucléaire? Je crois qu'en France, vous avez quelques réacteurs. Normalement, ils sont très sûrs, ils sont assez bien, ils sont très bien, ils sont quand même assez bien gérés. Il faut dire que ce sont des bons professionnels qui, pour l'instant, s'en occupent. Mais il y a des problèmes. Comment est-ce qu'on se prépare si on est à 20, 100, 200 km c'est-à-dire tout le territoire de ces réacteurs, et on peut se préparer très très bien, très facilement et à très bon marché pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on habite près d'un site industriel? Qu'est-ce qu'on peut faire si demain il y a une guerre nucléaire? Ce scénario me paraissait très très improbable il y a 6 ans. Aujourd'hui, la probabilité, elle a déjà augmenté pas mal. On est quand même passé proche en mars de craintes assez élevées. Et c'est là où c'est important de dire que ce travail que j'essaye de faire, j'essaye vraiment de mettre en place un travail qui est censé ne pas faire peur aux gens. Alerter, c'est pas dire, bon, maintenant que vous savez qu'il y a des dangers, vous pouvez paniquer. Non. Au contraire, par la préparation, par le travail, vous pouvez vous rendre compte que ces dangers ne sont peut-être pas si insurmontables et si difficiles que ça. Et vous pouvez vous y préparer, y compris une guerre nucléaire. Parce que finalement, quand on regarde les chiffres, à moins d'être tout près d'une cible, en fait, c'est très, très, très survivable, une guerre nucléaire. Alors, je ne la souhaite pas non plus. Mais en fait, c'est tout à fait... Parce que beaucoup de gens disent, oh, bah, s'il y a une guerre nucléaire, tant pis, on va mourir. Non, non, non. On va pas du tout mourir. On aura des problèmes. À la limite, même ceux qui meurent, le problème est réglé. Mais le problème, c'est pour ceux qui vont survivre et qui seront quand même assez nombreux. C'est Platon qui disait que les seuls qui ont vu la fin de la guerre, ce sont les morts. Mais certainement, voilà, donc ce livre est très intéressant. Et puis, il y a les sites industriels, la partie chimique, qui est souvent négligée. Rouen, il y a 2-3 ans, les habitants de Rouen se souviennent des pluies de suie et d'hydrocarbures qui brûlaient, qui tombaient sur la ville. Nous sommes dans nos grandes villes entourés de grands sites industriels avec des hydrocarbures, des produits chimiques, qui, s'ils n'ont pas une portée, évidemment pas globale, mais même relativement restreinte, si vous êtes à quelques kilomètres, et si vous regardez les cartes, vous allez vous rendre compte que la plupart des habitants des villes sont à quelques kilomètres de sites chimiques. S'il y a un accident, et ces accidents arrivent, malheureusement, ne pas être préparé, c'est vraiment prendre un risque idiot, parce que la préparation est simple, et surtout l'attitude à prendre et quoi faire en cas d'alerte est quelque chose que nous devrions savoir. Donc au moins, connaître les gestes qui sauvent dans ces cas-là. Donc c'est un troisième livre qui sauve des vies, qui peut sauver des vies dès à présent, et que vous trouvez facilement dans toutes les bonnes librairies. Et ceux qui veulent aller plus loin, puisque si je comprends bien, vous faites un peu de consulting, comment ils peuvent vous joindre? Alors le plus simple, c'est d'aller sur mon site piero.com, donc ça s'écrit à l'italienne, P-I-E-R, un seul R, O. Et de là, vous avez accès à mon Patreon où je mets des vidéos et ou des formations. J'ai mis en ligne des formations
pour aider les gens à choisir leur lieu de vie, pour également peut-être obtenir un état d'esprit plus adapté au monde dans lequel dans lequel on vit, un état d'esprit plus combatif ou un état d'esprit une volonté plus forte. Ce sont des éléments psychologiques de préparation qui font partie je trouve également de la survie. Et de là, ensuite, il y a mon email, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Je vais mettre les liens vers votre site et vers les 3 livres que vous avez cités dans la description de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent vous trouveront assez facilement. Eh bien, Piero Di Giorgio, merci beaucoup pour cette interview. Pour les auditeurs, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt.